Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h pour votre agenda culturel très subjectif. Côté livre, le thermomètre littéraire atteint son paroxysme avec le roman Chaleur. La séance ciné, le court-métrage Sleepwalkers de Thierry de Perrette et le cultissime de l'influence des rayons gamma sur les marguerites de Paul Newman. Et la découverte du soir, les musicales Merci Madame, une création hommage à Barbara. Et pour m'accompagner, mes esprits critiques, Marie-Ange Philippe. Bonsoir Marie-Ange, Audrey Tordet, bonsoir Audrey. Bonsoir. Xavier Affre, notre rédacteur en chef de l'émission du vendredi, il faut toujours rajouter entre parenthèses vendredi. Et Didier de Jordan. Bonsoir mon cher Didier. Bonsoir. Nous allons commencer, comme toutes les semaines, par la littérature avec vous Marie-Ange, Chaleur, de Joseph Incardona. Oui. Aux éditions Finitude. Excellentes éditions Finitude. Oui, et avec une très belle couverture en plus. Oui. Alors, l'histoire est absurde, mais pas tant que ça, puisqu'elle est tirée d'un fait réel, d'une vraie discipline sportive qui sont les championnats du monde de sauna. Oui, ça existe. Donc, le décor est planté à Heinola, en Finlande, et il s'agira de résister à la chaleur à plus de 110 degrés pendant plusieurs jours. Alors, les concurrents, il y a un prêtre, un jeune arrogant, un asiatique un peu fou, mais surtout... Oui. Mais surtout, il y a Nico, un acteur porno géant, et géant de taille, de stature, et Igor Azarov, un ancien militaire russe au mental d'acier. Alors, deux personnages complètement opposés, tous les opposent, leur façon d'appréhender l'épreuve, leur vie. L'un est solitaire et droit, l'autre brûle la vie par les deux bouts, c'est un espèce de géant qui rote, baise et boit. Bref, la compétition se déroule sous fond de crise existentielle. L'épreuve est un peu prétexte à dépeindre en fait une certaine nature humaine puisque au final ils s'adorent dans l'exploit et se détestent complètement dans leur quotidien. Et c'est là tout le talent de cet écrivain que je ne connaissais pas, qui arrive à dépeindre les moindres nuances physiques et mentales, et on les voit, et il y a une vraie dimension humaine. Alors du côté de la forme, c'est un langage cru, une écriture crue, qui n'est pas, je pense, calculée et qui s'insère bien et qui sert même le propos. Ça a toute sa place dans cette atmosphère de chaleur. Et au fur et à mesure que la compétition avance, au fur et à mesure des chapitres et des scènes de sexe torrides, on va vers le côté sombre, vers le côté noir, sans apercevoir sans apercevoir le déroulement, et on reste en suspense pendant plus de... Allez, ça se lit en 2 heures, ça se lit vite, moi je l'ai vu d'un coup, donc en suspense pendant 2 heures. Voilà. Est-ce que le livre fait monter la température chez Xavier? Je précise pourquoi je riais tout à l'heure, parce que vous avez une très belle couverture, c'est juste un thermomètre, il ne faut quand même pas exagérer. Sur le thermomètre chaleur... Une notion de graphisme. Non, mais enfin, bon. Donc, fou. C'est vrai. Bon, chaleur, bon, non, alors... effectivement, ça se lit plutôt bien. La température monte, en effet. Après, je trouve que ça manque peut-être un peu de subtilité dans l'écriture, mais après tout, bon, c'est un livre qui est quand même intéressant pour ce que disent notamment Marie-Ange sur la nature humaine. Je trouve qu'il y a une histoire qui prend quand même là, qui prend vie. Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est très cru, ça, c'est pas gênant du tout. J'ai déjà lu des livres crus, même sur la sexualité. Ah bon? Vous voyez, oui. Sous mes versages. Non, par exemple, que ce soit de Ballard ou que ce soit même Chuck Palahniuk, par exemple. Ouais. Donc, je pense à un livre qui s'appelle Orgasme, qui est quand même extraordinaire. Et j'ai ressenti la chaleur, mais je ne me suis pas brûlé, si vous voulez. Voilà. Oh, C'est joli. bien joué. Voilà. Bravo. Voilà. La fin du soir. Audrey, est-ce que vous vous êtes brûlée? Comment passer après ça? Je ne sais pas. Eh bien, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, effectivement, ça se lit en 2 heures, ça se lit très très rapidement. Alors oui, effectivement, la température du sauna contraste avec un petit peu le ton de l'auteur, c'est froid, c'est implacable. Il décrit clairement un univers de cons, il le dit d'ailleurs clairement, c'est un univers de cons. La fin est géniale, et alors évidemment, je ne vais pas dire la toute fin, mais j'adore comment ça se termine, un peu comme une chute dans une nouvelle. C'est incisif, c'est glaçant pour le coup. Et je n'avais jamais lu aucun livre de Joseph Incardona. Et c'est mon premier et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Moi, vous savez, en télévision, c'est toujours délicat de parler de littérature, c'est ce que nous essayons de faire tous les vendredis, mais parfois, il est bon d'entendre les mots de l'auteur, de lire quelques lignes.
Et Audrey, je vais vous demander de lire ces quelques lignes. Ce n'était pas prévu. Et c'est comme ça. Regardez, juste là. Juste là, Igor ouvre la fenêtre. Non, mais c'est aussi pour comprendre le style. Rassurez-vous, nous ne sommes pas dans la collection Harlequin. Je vous rassure, très chers téléspectateurs. Audrey vous le prouve. Ne vous endormez pas comme dans une émission. Igor ouvre la fenêtre, la sueur inonde son visage. Ses jambes sont raides, des élancements fouettent son dos, le tordent. Il se couche à même le sol, l'air l'apaise. Dans une échelle de souhait mineur, il préférerait ne pas entendre la musique de sauvages provenant de la kermesse, ni respirer l'odeur de saucisses grillées qui l'enveloppe, nuage maléfique et transparent. Pourquoi cet extrait? Parce que il me tombait. Le hasard fait souvent bien les choses, surtout dans cette émission. Il faut un peu s'inscrire parfois en faux quand même, parce que sur ce que tu disais, qui était parfaitement maîtrisé, bien entendu, comme toujours. Mais ce qui me pose problème, c'est encore une fois, l'asiatique est fou, je te cite, et le russe, encore une fois, c'est quand même extraordinaire, ça. Mais alors justement, c'est assumé, il va dans les clichés, mais c'est assumé. J'ai lu une critique qui disait ce sont deux imbéciles magnifiques. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment le cliché de l'acteur porno qui est toujours précédé de nymphomane ou de créatures sublimes. L'ancien russe qui est complètement torturé, qui a fait des crasses dans son passé, mais qui a presque a repenti à travers cette épreuve. Mais le but, c'était pas de faire quelque chose de très subtil sur la nature humaine. Au contraire, c'était d'y aller franco et de dépeindre cette grossièreté. C'est une écriture qui est très cynique. Donc, vu qu'il dépeint la nature de l'homme, il est obligé de mettre les clichés, de les mettre en avant. Forcément, on l'appelle Thor. Il y a un grand poster de lui avec un marteau, avec le super marteau devant l'appareil génital. On pourrait dire ça plus. Mais c'est parfait. On voit ce Russe qui, en fait, comprend au fur et à mesure qu'il cherche un peu son pardon. Il y a un rebondissement par rapport à sa vie aussi, au fur et à mesure et tout. La chaleur, elle y est complètement à 70 degrés. D'ailleurs, la ville s'appelle Enola. Dans l'histoire, Enola, c'est quand même, au niveau de la chaleur, bon, c'est pas un super souvenir. Non, je trouve que c'est vraiment génial, c'est super bien écrit, bien écrit. Dès que c'est signé, de toute façon, avec de l'humour noir, moi, j'adhère complètement. Bon jeu. Ah oui, c'est parfait. Franchement, c'est une super surprise. J'attendais pas ça de Marie-Ange. Donc fortement recommandé par toute l'équipe. Complètement. Il y a du tumulte et du fracas dans cet ouvrage. Il y a du sexe, de la drogue. Il y a du sexe, du sang, de la drogue, de la sueur surtout, ouais. Et de la tristesse aussi. Ouais, du coup, ça m'a fait un peu penser à l'écriture de Régis Geoffrey dans Microfiction. Je ne sais pas si vous les avez lus, c'est 500 nouvelles, très très courtes, 2 pages maximum, où il va vraiment... Voilà, il aborde tous les sujets. Écriture sec, rapide, intense. C'est implacable, et du coup, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Si vous voulez le remontrer, je ne sais pas. Oui, je vais le remontrer à la caméra de Manuel Card, notre réalisateur. Instant promo. Vous faites bien. Chaleur de Joseph Incardona aux éditions Finitude. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, j'allais rebondir sur ce que disaient Audrey et Xavier tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des scènes crues de sexe et tout, mais contrairement à, par exemple, Virginie Despentes, que je déteste, moi je déteste ce genre d'écriture-là, j'ai l'impression que c'est très naturel, c'est pas calculé, c'est pas du trash pour du trash. Non, voilà. Nous sommes d'accord. Ça s'insère très bien dans cette atmosphère-là. Il n'y a pas de voyeurisme, c'est ça qui est intéressant. Mais je suis pas sûr que chez Virginie Despentes, ce soit du voyeurisme, moi je ne suis pas d'accord. Non, c'est un autre débat. Je pense que c'est du trop pour en mettre plein la vue ou plein le pantalon, j'en sais rien, mais voilà. Et je trouve le site plus intéressant que celui-là. Enfin bon, après c'est personnel. Chaleur de Joseph Incardona aux éditions Finitude, fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Passons au cinéma et au court-métrage Sleepwalkers de Thierry Deperrette qui date de 2011, mon cher Xavier. Alors, c'est pas à proprement parler une découverte, mais quand même, on part d'un certain sentiment que toute la production insulaire n'est pas forcément vue par tout le monde, donc je trouve que c'est bien de redécouvrir. C'est pour ça que nous le faisons ici. Voilà, et surtout, que nous proposons ici. On avait honteusement et honte à moi, on n'avait toujours pas abordé dans les différents courts-métrages le travail quand même de Thierry Deperrette, qui est passé depuis au long-métrage avec le succès qu'on connaît pour les Apaches. Qui avait été présenté à Cannes. Et voilà. Je vous promets la prochaine fois. Voilà. Oui.
ville intéressante au mois de mai, moins le reste du temps de l'année. Donc, ce film s'appelle Sleepwalkers. C'est un moyen métrage, ça dure 55-56 minutes. 58. Ouais, 58, si vous voulez. Allez. Et quelques secondes en plus. Alors, on est en Corse, évidemment, c'est l'été 2009. Et si on regarde le pitch, donc c'est un jeune brancardier qui s'appelle Pascal, qui travaille au CHU d'Ajaccio, qui traîne un peu son ennui et sa mélancolie on va dire, entre les trottoirs de l'hôpital et dans les rues de la ville. Donc tournage à Ajaccio, aux alentours d'Ajaccio. Et en parallèle, il y a une autre histoire avec Mustapha, un employé clandestin d'un hôtel qui est obligé de prendre le maquis. Et entre les deux, vous avez une bande de copains, de trentenaires, d'amis qui discutent et qui refont un peu le monde. Alors ça, ce genre de discussion, on en a vu évidemment, on en a même participé, pas plus tard qu'il y a quelques heures, quelques minutes avant de préparer cette émission. Voilà, alors j'avais envie de montrer le travail de Thierry, parce que, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je n'ai pas nombreux à l'époque sur les Apaches à dire que moi j'avais mis pas mal de bémols sur le film, je n'avais pas été vraiment convaincu. Et autant pour Sleepwalkers. Vous fûtes l'un des rares à le dire. Oui, mais en toute. Voilà, je veux dire, j'ai rien contre Thierry, son travail, ça existe et tant mieux. Mais Sleepwalkers, du coup, m'intéresse. Il est sans doute moins parfait, entre guillemets, ou moins abouti que les Apaches, mais ce travail-là m'intéresse. Donc il y a peut-être des défauts, là je ne suis pas vraiment technicien, mais c'est ça qui m'intéresse, cette espèce d'atmosphère. Alors parfois ça marche pas tout le temps sur les 56 minutes, mais il y a ce côté un peu, ça devait donner un long métrage et ça n'a pas fini en long métrage, il y a ce côté un peu inabouti qui m'intéresse. Il y a des choses, voilà, alors on n'entre pas, mais quand on y rentre, il y a vraiment une atmosphère et c'est ça que je trouve qui est assez fort. Très clairement, Thierry de Perrette, il est extrêmement doué dans la direction de comédien. Bien sûr, mais c'est vrai que là, il y a un vrai... C'est à la fois... C'est difficile à décrire, je pense que tout le monde sera peut-être d'accord avec moi ou pas. C'est pas facile finalement à décrire un film de Thierry de Perrette, surtout ses courts-métrages ou ses moyens-métrages. En tout cas, il a de la personnalité. Ça se sent dans le moyen-métrage ici. La traduction, c'est somnambule. Et c'est vrai que voilà, il veut dire des choses, c'est à la fois politique, c'est même très politique. C'est aussi une chronique, voilà, ça parle de la Corse. Il y a un beau travail sur la géographie, sur l'attachement des lieux aussi qui est présent. Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce moyen-métrage. Audrey. Alors, moi, je n'ai pas vraiment accroché. Après, il y a eu des bonnes idées. Je ne dis pas que j'ai détesté. Des scènes, effectivement, dans lesquelles on se retrouve. La scène de bar, effectivement, où on parle politique, et où, évidemment, ça part un petit peu en cacahuète, pour rester poli. C'était très désuet, cacahuète. Et donc, voilà, j'étais sûre. Donc voilà, il y a des scènes, voilà, il y a des bonnes idées, mais après moi j'ai trouvé ça assez long. J'ai pas forcément accroché à la réalisation, voilà, aux acteurs aussi. Je suis pas vraiment rentrée dans l'histoire. Après voilà, la question de la violence, c'est une constante chez Thierry de Perrette, puisque les Apaches c'est ça. Là va sortir une vie violente, donc tout est dans le titre effectivement. Il s'interroge, il pose des questions. En ce sens-là, ça m'a plu. Après, d'un point de vue, on va dire purement esthétique, je n'ai pas accroché. Marie-Ange. Écoutez, moi, j'aime beaucoup le travail de Thierry de Perrette. Vraiment, j'attends son film avec impatience parce que j'ai été scotchée par les Apaches et j'aime bien sa façon de traiter des sujets en apparence banals parce qu'il y a toujours de l'audace, je trouve, à la fois dans le propos et à la fois dans la réalisation. Et ce que j'aime chez lui, vous l'avez évoqué un peu, c'est sa direction d'acteur. Il sublime des gens ordinaire. Et même, il sublime le quotidien. C'est une histoire banale d'un brancardier, de trentenaire. Et j'aime beaucoup cette façon-là de esthétiser, sublimer et réfléchir sur le quotidien qu'on vit tous. Enfin, moi, les Apaches, j'avais l'impression de voir un peu mon adolescence. Mais ça m'a fait un choc, vraiment. C'est un choc esthétique, émotionnel, tout. Voilà. Et j'ai retrouvé un peu ça là-dedans. Avez-vous aimé Didier ? Pas du tout. Alors, je le dis à notre réalisateur Emmanuel Carne de préparer les fameuses 40 secondes, parce qu'en 40 secondes, Didier de Jordan va nous dire pourquoi il ne faut pas regarder ce film de Thierry de Perrette. Alors, je préfère préciser, ce n'est pas contre Thierry de Perrette. Non, nous sommes d'accord. Que cette œuvre-là. Moi, il m'a complètement perdu dès les premières minutes. La scène de la poubelle, c'est silencieux. Ensuite, quand il arrive à la morgue, il se retrouve... Bon, ça y est, là, il m'a perdu. Après... on se retrouve un petit peu, c'est vrai, dans le personnage trentenaire, tout ça, on se pose des questions, on essaie de changer le monde, mais en fait, on fait rien. On voit qu'il n'y a pas de moyens, donc ça, ok, mais la réalisation, elle est vraiment sans plus. On se perd complètement dans l'histoire. Moi, j'avais envie de partir prendre le maquis avec l'employé clandestin. Je me suis dit, il a raison de partir.
Je trouve ça complètement... 58 minutes, c'est d'une longueur, ça dure environ une semaine dans ta tête. Non, il n'y a rien. J'ai pas accroché du tout. C'est pas contre ces personnes-là, je dépasse un peu. Hein. Remettez 40. Mais non, franchement, j'ai pas adhéré du tout. Il se passe rien. Rien. On regarde 50 minutes. Et en plus, on lui est surtout... Vous m'avez ôté la formule. On lui fait bien aussi de montrer quand même Ajaccio, puisque c'est tourné à Ajaccio, sans palmiers, sans bord de mer, sans la ville touristique. Je veux dire, là aussi, ça rejoint le quotidien. Pour beaucoup de gens, par le exemple, quotidien quand ils sont dans la Ajaccio, cuisine et qu'ils parlent de la violence, d'où vient la violence, et qu'on voit cette femme avec ce bébé à côté, je trouve c'est très, très cliché, très facile cette manière si de... je peux me permettre aussi, moi j'ai pas trop compris la séparation, enfin les parties, maquis, position et l'autre, je me souviens plus. Désolée. J'ai pas trop compris en fait pourquoi catégoriser ou j'ai pas trop compris avec le maquis. C'est un peu une métaphore. Oui, je pense que c'est assez compliqué d'expliquer. Il faudrait vraiment Thierry vienne nous donner peut-être des clés sur ce côté-là. Non, je pense que c'est un ensemble. Alors, c'est ce que vous avez dit, hein, je pense. C'est pas hermétique forcément au travail de Thierry, mais sur ce moyen-métrage-là, c'est que sur ça, bien sûr. En répétant encore une fois que sur la réalisation, il y a des choses, moi, qui me plaisent pas trop. Hein, mais mais globalement, il arrive en un temps qui est quand même pas le temps d'un long métrage. Alors vous, ça vous paraît très long, mais il arrive à instaurer quand même un climat. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, c'est difficile à expliquer aussi. Il y a des choses des scènes qui tombent un peu, mais finalement peu d'importance vu que l'ensemple est cohérent. J'ai l'impression que c'est un travail qui est inachevé, comme tu l'as dit, mais c'est un court-métrage. C'est un travail aussi 2011, hein. qui, pour moi, n'a pas été commencé, quoi. J'ai l'impression qu'il a posé sa caméra et que tout a filé. Et j'adhère pas. Mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il pose la caméra, il se concentre sur ses acteurs. Et même dans les Apaches, moi je trouve ça fantastique. Il faut être très doué pour diriger des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels comme il le fait lui. Thierry de Perrette, homme de théâtre, formidable. C'est un des points forts tout de même du film. Nous voyons souvent des courts-métrages dans cette émission. Vous en parlez toutes les semaines, pratiquement toutes les semaines. C'est un formidable directeur de comédien, d'acteur, ça c'est un des points forts. Et puis il a une vraie opinion aussi cinématographique. C'est rare aussi d'avoir ce regard-là sur le cinéma, sur la société. Puis filmer le moche, c'est très dur. C'est extrêmement difficile. J'ai le sentiment de voir un mi-chemin entre le documentaire et le film. Oui. Voilà, il y a de cela. Mais par contre, j'avais beaucoup aimé Le jour de ma mort. C'était, je pense, son premier court-métrage. Et pour revenir très vite sur les Apaches, je suis d'accord, même si j'avais mis à l'époque pas mal des bémols, parce que je trouve qu'il y avait dans des scènes une certaine complaisance qui me gênait énormément. Je rejoins Marie-Ange quand même, les acteurs étaient époustouflants. Vraiment, s'il y avait un point... Encore une fois, acteur époustouflant, parce direction d'acteur, très bon bien sûr. Directeur d'acteur. C'est important de le signaler. Second film pour ce soir, de l'influence des rayons gamma sur les marguerites de l'immense Paul Newman, qui est ressorti en salle depuis le 12 avril. Alors, petit mea culpa, c'est ma faute, hein, parce que le titre est très complexe. Oui, c'est sur le comportement des marguerites. On nous excusera, mais c'était parce qu'il n'y avait pas assez de place. Oui, avec John Woodward, qui a eu un prix d'interprétation à Cannes à l'époque pour ce film. Je m'excuse, hein, je cite encore une fois Cannes. Oui. Mais là, ça a prix d'interprétation. Donc, pourquoi en parler? Parce que le film est ressorti depuis quelques jours, le 12 avril. Et là, je vais saluer le travail que fait une boîte de distribution qui s'appelle Splendor Film, qui ressort beaucoup de films importants, des films parfois un peu oubliés. Quand on cite Paul Newman aujourd'hui dans la rue, on ne va pas tout le temps vous dire de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Hein, personne ne vous le dira, il faut être honnête. On va vous parler de l'arnaque, etc. Et là, il est réalisateur et il a un vrai regard. Alors, un vrai regard sur cette chronique familiale, ce rapport entre cette mère et ses deux filles. Une mère qui a été abandonnée par son mari. Bon, là, elle est veuve parce que son mari meurt. Elle est toute seule, elle est désargentée. Elle est dans une maison qui est très étrange, d'ailleurs. Hein. Lui-même disait que c'est quasiment une métaphore de l'Amérique. Bon. Mais, et puis un film, une vision, là aussi, de cinéma et une vision de l'Amérique. On est dans les années 70, l'Amérique Nixon, fin de l'Amérique Nixon. Voilà, je trouve que sur cette Amérique en crise, on le sent, c'est vraiment très fort. Et puis alors les personnages, là, c'est fort de faire jouer sa femme, qui était une grande actrice, mais sa fille, l'une des filles, c'est la vraie fille de Paul Newman. C'est vraiment magnifique, c'est un film bouleversant, vraiment. Pour moi, c'était à l'époque, quand je l'ai découvert il y a quelques années, une vraie découverte. Vraiment. Et puis c'est une histoire aussi de la contre-culture américaine, ce film-là, Marie-Ange. Oui, mais moi, dès qu'on filme l'Amérique des années 70, forcément, c'est un sujet à la fois facile parce que on peut tout faire avec l'Amérique des années 70, mais très difficile parce qu'il a été traité parce que tout a été fait. Voilà, tout a été fait. Et là, mais je connaissais
très peu Paul Newman, mis à part de nom. Et j'ai été agréablement surprise. Enfin, je suis restée, j'avais l'impression d'être dans un petit poème cinématographique avec une actrice formidable, une esthétique vraiment. Enfin, il y a un jeu de couleurs assez, des contrastes qui vous mènent dans un pré, voilà, dans un pré au milieu de Marguerite. Et la psychologie des personnages, j'ai adoré. J'ai du mal à en parler parce que je suis restée un peu perchée et restée dans ce petit jardin de Paul Newman. Voilà. Ouais. Quel film. Ça a été une vraie découverte. Ah ouais, vraiment. Merci Xavier, je ne pensais pas le dire un jour. Non, blague à part. Non, vraiment, c'était magnifique. Et je trouve que finalement, on ne connaît pas assez le Paul Newman réalisateur. Et voilà, donc moi, ça m'a fait penser, alors je reviens toujours au même, mais là, vraiment, l'Amérique des années 70, moi, ça me fait penser un peu à Une femme sous influence de John Cassavetes, aussi à Vanda, de Barbara Loden, cette histoire de femme un petit peu comme ça, folle, hein, Betty Zinzin, fantasque, on dira plutôt, voilà, qui veut s'en sortir, hein, qui est dans un contexte, comme vous l'avez dit, difficile, avec ses deux filles. Et là, effectivement, c'est une métaphore, puisque du coup, on voit finalement deux destinées, c'est-à-dire une qui peut-être peut subir plus l'influence de cette mère fantasque, l'autre qui essaye un peu de s'en échapper. C'est très bien joué. Je ne savais pas que c'était la propre fille de Paul Newman, je l'ai su qu'à la fin du film. Il jouait extrêmement bien, donc voilà, vraiment un grand film. Ouais. Et très romanesque. Hein. Quand je disais conte culture américaine des années 70, mais on a le sentiment qu'il emprunte presque à la littérature. C'est romantique dans le bon sens du terme. C'est ça, c'est Et romantique puis dans le bon il faut sens du noter terme. le titre qui est splendide. Honnêtement, on parle beaucoup de films. Là, le titre de l'influence des rayons gamma, parce qu'en fait, la plus jeune des filles s'intéresse à la physique, elle se réfugie un peu dans la science, elle est passionnée, et elle fait une expérience sur des marguerites exposées à des rayons, d'où le titre du film. Je trouve que c'est un titre qui résume, c'est rare de dire ça parce que ce sont les titres. Bon. Le titre est très beau, mais peut-être que c'est ça aussi qui l'a desservi pour pas qu'on le connaisse plus, peut-être parce que je ne sais pas, comme c'était assez... Sans concession, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Bon, mine de rien, à l'époque, il était... J'imagine comme vous que les producteurs, quand ils ont dû voir le dû film, être un petit peu, voilà, effrayés. Le titre, je trouve que c'est Mais en vraiment la effet. métaphore de la vie complète. En plus, c'est super bien filmé, à la fois classique. Il y a ce plan sur la mère qui choisit sa perruque et qui arrive comme ça, où on voit toutes ces têtes. Et là, on comprend de suite qu'en fait, elle fait partie de toutes ces mannequins de tête là. Et on sent qu'elle est complètement perdue. Elle veut élever ses enfants. La petite blonde, elle est complètement ailleurs. Ah oui. Et c'est même c'est l'espoir. Ça représente tout au long du film, ça représente l'espoir où justement elle va s'en sortir, on veut qu'elle s'en sorte. Et en plus, il est très drôle. Il y a certains passages très drôles, très second degré. Elle se retrouve en plus, elle essaie de s'en sortir en essayant de garder ces personnes âgées en fin de vie. Rien que ça, c'est... Mais on sent vraiment la crise de la société américaine et même la crise de la famille, mine de rien, parce qu'il y a une scène aussi, il y a plusieurs scènes où il y a une femme toute seule qui est quasiment abandonnée par ses enfants parce qu'elle vient vivre avec eux. Enfin, c'est aussi une espèce de radioscopie de l'Amérique des années 70. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, mine de rien, quand on parle de prix d'interprétation, alors bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même l'un des plus grands festivals du monde, il faut quand même le dire. Lequel ? Cannes. Donc à l'époque, on en parlait. C'est le genre de film qui est récompensé, il y a peut-être une sortie un peu timide, et après il tombe un peu dans l'oubli parce que... Ce qui est incroyable, c'est de faire tourner sa famille sur un film famille, mais qui est complètement aux antipodes de la vie qu'elles peuvent avoir en dehors. Parce que je pense que la femme de Paul Newman n'était pas comme ça dans la vie à l'époque. Et puis ça me fait plaisir de parler de Paul Je le souhaite Newman. en tout cas aussi. Voilà, j'étais content de parler de Paul Newman parce que c'est la classe. C'est Paul Newman, c'est Paul Newman. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, le choix de Xavier Affre, fortement recommandé par toute l'équipe. Tout le monde a aimé. Vous pouvez le voir, il est en salle depuis le 12 avril. Mais aussi, et ça c'est important de le souligner, en VOD. Il est sur certaines plateformes de téléchargement. Légal. Bien les amis, c'est bien. Nous allons passer à la découverte musicale du soir. Elle est signée Audrey Tordel. Merci madame. Mais de rien. Alors moi qui suis souvent habillée en noir, ben là je n'ai pas le dress code raccord avec le spectacle. Moon. Oui, Moon. Oui. C'est un spectacle formidable. C'est une création. Plus voilà qu'un hommage à la chanteuse Barbara, c'est une création. Je tiens vraiment à ce mot. Ça a déjà été joué à Bastia, mais en formation, on va dire, allégée. Là, ils seront en formation complète à l'Albor, donc les 14 et 15 avril. Alors, on va peut-être... Alors, création 2.
création donc de Sabrina Sarraïs. Je vais quand même donc évidemment citer tous les artistes qui participent à cette création. Il y a Arnaud, dit Nano, métivier, accordéoniste. Il y a Pasco Pancradi, donc pour tout ce qui est musique électro, c'est un compositeur donc. Il y a, alors j'espère que j'écorche pas son nom, Pierre-Marie Braille-Vep, qui est violoniste. Et il y a les vidéastes Laurence Gatti et Lisandra Cuirigogne. Alors ça, cette création, elle a été faite à partir des mémoires de Barbara qui sont sortis de manière posthume. Un piano noir, mémoire interrompue. Et à partir de là, donc Sabrina Sarraïs s'est nourrie, elle est partie de ce matériau-là pour créer justement ce spectacle où elle reprend évidemment les plus grands titres de Barbara, donc Dis quand reviendras-tu, Nantes, l'Aigle Noir, etc., etc. À savoir juste que la première représentation de ce spectacle a été faite le 24 novembre dernier, Nous en avions parlé pendant à l'Espace Diamant Ajaccio, soit évidemment 19 ans, jour pour jour, de la mort de Barbara. Est-ce qu'on peut regarder quelques images? Alors on a le clip de Barbara avec une des plus belles chansons. Vous le dites de façon très... Mais oui, mais je mets en mode Barbara, en mode mélancolique. On peut l'écouter. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes. Dis quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu. Oui, magnifique parolière, effectivement. Bon, là, on est vraiment dans la période un petit peu hommage à Barbara, parce qu'on peut aussi penser à Gérard Depardieu, qui reprend les chansons de Barbara actuellement. Il y a aussi Patrick Bruel qui reprend les chansons. Il existe. Voilà, je sais bien, je ne suis pas fan, mais il existe, il est là. C'est même Pokora qui reprend Claude François et Bruel qui reprend Barbara. Ce monde nous échappe. Voilà. Les pauvres, mais ils sont remords. Donc voilà, c'est une immense artiste. Si on ne connaît pas, c'est aussi évidemment un moyen de se plonger dans l'univers de cette femme hors du commun, qui s'est accrochée, qui a commencé dans des cabarets, des petits cabarets parisiens, et qui, à force de ténacité, de volonté, a commencé à grandir et à prendre aussi confiance en elle. Parce qu'au début, elle n'écrivait pas ses textes, elle faisait des reprises. Est-ce que cela vous donne envie? Écoutez, tout spectacle qui me rend hommage, ou même par une création à Barbara... Qui me rend hommage? Qui on va attendre un peu, Xavier, on va attendre un peu. Peut-être un jour à Cannes. La création sera torturée dans ce cas-là. Vous connaissez Non, mais tout spectacle qui rend hommage à Barbara ne peut être que le bienvenu. Et je suis vraiment content du choix d'Audrey d'entendre ne serait-ce que quelques notes. Non, coulisses. Vous êtes terrible. Parce que d'entendre Barbara sur France 3 à 20h, à 20h30, je trouve ça, je suis même ému parce que j'aime beaucoup Barbara, j'ai un rapport particulier affectif avec elle, parce que ma mère écoutait quand j'étais gamin, et ça me touche beaucoup de la voir. C'est une chanteuse que je trouve extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas assez pesé l'importance de Barbara. Notre ami livre un moment incroyable. Vous avez dit ce livre. Oui, je suis presque. Allonge-toi. Non, mais ça m'a touché. Bien sûr. Et le travail de Depardieu, et là, je lui en sais gré pour ça aussi, sur d'autres choses, il me dérange, mais là, je trouve extraordinaire. Rien que pour ça, je ne veux plus qu'on touche à Gérard Depardieu. Voilà. Donc, je reviens vraiment sur le côté création, parce qu'il y a vraiment tout un travail, il y a une chorégraphie, il y a des projections vidéo, donc voilà, c'est vraiment un spectacle fait à partir de l'œuvre de Barbara. Marie-Ange. Bien évidemment, Barbara, c'est dur d'en parler en quelques minutes. C'est un monument. Xavier a tout dit. Après, Nano, métivier, excellent accordéoniste et Pasqua, le mélange des trois de Barbara, l'autre je ne le connais pas, donc je ne me permets pas d'en parler, mais le mélange des trois me donne fortement envie. Et je pense que c'est un travail très intéressant pour connaître un tout petit peu ce que fait Sabrina Sarraïs. Je pense que ça a été fait intelligemment. Et on en a parlé, Depardieu qui reprend Barbara, il faut juste le voir, c'est un bijou, c'est une poésie. Voilà, moi aussi, il est revenu dans mon cœur et il y reste à jamais, je pense. C'est quand même très audacieux de s'attaquer à un monument comme ça, mais de faire carrément une création. On n'est pas juste sur scène, on ne reprend pas juste une chanson qui est à peine réinterprétée en larmoyante parce qu'il faut pleurer, parce que c'est Barbara qui n'est pas non plus la femme la plus joyeuse de tous les temps. C'est sûr, mais alors je trouve ça fantastique que quelqu'un s'attaque à créer son propre monde autour du monde de Barbara et d'essayer de nous impliquer là-dedans. Et là, franchement, chapeau pour l'audace, parce que... Ça avait très bien marché, l'Espace Diamant à Ajaccio, d'ailleurs. Oui, justement, il n'y avait pas eu assez de dates, pour le coup. C'est vrai. Voilà. On va juste rappeler la date, 14 et 15 avril à l'Alboro, à Bastia.
Voilà. Pour ceux qui l'ont raté à Ajaccio, il faut aller Il y a d'autres découvrir. dates qu'on peut voir sur leur page Facebook aussi. Bien joué. Voilà. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous autour des choix culturels, de nos esprits critiques. Je vous dis à lundi, même lieu, même heure, ça se passe pendant le 20h.